Alors, quelques petits mots. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Delphine Rideau, directrice de la Maison des Ados et du réseau Virage. Merci de votre intérêt renouvelé pour les séquences de journées d'études et webinaires qu'on a pu proposer maintenant depuis quelques années. Techniquement, je vais vous demander de chacun couper vos micros pour que ce soit confortable au niveau de l'audition pour tout le monde. Et puis, vous informer donc qu'on enregistre ce webinaire qui sera, comme bien d'autres, maintenant rediffusé dans un second temps après montage, toilettage des petits moments d'errement qui sont évidents dans ces organisations-là, rediffusé via la chaîne YouTube du réseau Virage et donc par le site internet aussi. Je vais laisser la parole donc à Bruno Michon et Stéphane François. On aura aussi un temps d'échange au moins pendant lequel vous pourrez soit activer vos micros, soit poser des questions au fil de l'eau aussi dans la fenêtre de chat. Questions, observations, remarques diverses et variées. Si possible, de vous identifier pour qu'on sache un petit peu qui parle d'où sur ces temps d'échange. Et puis voilà, s'il y a des questions, vous pouvez les indiquer dans la fenêtre de chat. On peut vous aider aussi d'un point de vue technique s'il y a des soucis pour les uns ou pour les autres. Bruno, c'est à toi que je vais laisser la parole en premier pour que tu contextualises peut-être le choix de notre thématique de cet après-midi et surtout que tu nous fasses une présentation complète, ou elle sera peut-être pas tout à fait complète, mais enfin la meilleure possible de Stéphane François. Merci à tous les deux. Je suis très heureux que vous soyez aussi nombreux pour ce webinaire. Je suis Bruno Michon, chargé de recherche et de développement à l'ESEIS, l'école de travail social de Strasbourg, et maître de conférences associé à l'Université de Strasbourg. Pour ceux qui nous suivent pour ceux qui suivent le réseau Virage depuis un certain temps, vous savez que nous avons toujours tenu à penser la radicalité dans la diversité de ces manifestations. La politique publique de lutte et de prévention de la radicalisation se concentre depuis sa fondation en 2014 sur l'islam radical. Mais l'on sait par ailleurs que la société française reste traversée d'une multiplicité de radicalités qui, si elles ne posent pas les mêmes questions en termes de sécurité publique, obligent les professionnels du social, du médico-social ou du soin à s'interroger. Plus encore, proposer une vision large des radicalités, c'est éviter de nourrir le processus de polarisation sociale. En effet, plus nous insistons collectivement, médiatiquement, sur une seule forme de radicalité, plus nous nourrissons le sentiment de stigmatisation d'un côté et la haine de l'autre. C'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui de vous proposer ce webinaire autour de l'extrême droite et des mouvances radicales qui la constituent. Pour cela, je suis très honoré d'accueillir Stéphane François, dont le travail universitaire de plus de 15 ans s'intéresse justement aux fondements idéologiques et aux évolutions de l'extrême droite et de ses déclinaisons. J'ai rencontré Stéphane François il y a une dizaine d'années alors que nous faisions nos études à l'École pratique de hautes études. Nous partagions alors une passion commune pour l'ésotérisme et ses liens avec les droites radicales tout au long du XXe siècle. Stéphane François est en effet historien des idées et politologue. Il a écrit sa thèse sur les relations qu'entretient la nouvelle droite et les mouvements paganistes, ou paganes, je ne sais pas comment tu le dirais, Païen. Stéphane. Païen, c'est très bien. Autant de concepts qu'il ne manquera pas de nous expliciter. Ces travaux l'amènent à s'intéresser à la manière dont les droites radicales européennes se fondent, se rapprochent des sous-cultures telles que les skinheads, l'écologie ou encore une fois certains mouvements ésotériques. L'intérêt de son approche est, je crois, de nous sortir d'une conception trop souvent partagée de partisans de l'extrême droite, un peu bas du front, primairement racistes, pour proposer au contraire une analyse de la complexité et de la profondeur intellectuelle dans laquelle ces idéologies puisent.
À l'image des hippies, cette droite radicale compose une contre-culture influente à laquelle nous nous confrontons, nous, travailleurs sociaux, professionnels du soin, dans nos accompagnements. Bref, Stéphane François est un spécialiste reconnu des idéologies d'extrême droite et il nous fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous. Il est aujourd'hui professeur de sciences politiques à l'Université de Mons en Belgique, membre du GSRL, qui est un laboratoire français, et du programme de recherche transnationale History of the Far Right à l'Université George Washington de Washington. Parmi ses ouvrages récents, je vous conseille les deux derniers, tout particulièrement, qui viennent de sortir cette année. Le premier, une avant-garde d'extrême droite, contre-culture, conservatisme radical et tentation moderniste, dans lesquels justement il explore ce concept d'avant-garde et de mouvement intellectuel qui caractérise l'extrême droite européenne aujourd'hui, mais aussi son deuxième ouvrage paru récemment, Géopolitique des extrêmes droites, dans lequel il explore la fascination des extrêmes droites pour la géopolitique et qu'est-ce qui se joue derrière. Vous pouvez lire l'introduction de ces ouvrages sur Cairn pour ceux qui y ont accès. Voilà, ça vous permettra d'avoir une petite couverture sur les travaux de Stéphane François. Stéphane, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et je te laisse la parole. Et je te remercie également, Bruno, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir, même si effectivement en ce moment j'ai un peu un emploi du temps de ministre. Je suis très sollicité sur ces questions-là, justement. Donc, je vais vous faire un exposé. Je suis très archaïque de ce côté-là et pas très moderne. J'ai pas de PowerPoint ou autre. Malheureusement ou heureusement, ça dépend. Et donc, je vais vous faire un exposé qui va revenir sur quelques grandes lignes directrices plutôt de l'extrême droite. Déjà, mon premier point sur lequel je vais revenir, c'est que, l'extrême droite, ça n'existe pas. Il y a des extrêmes droites, c'est-à-dire que la catégorie générique d'extrême droite est traversée par différentes tendances, différents courants qui parfois s'opposent. Aujourd'hui, il y en a un qui est dominant, je vais le garder pour la suite, parce que c'est là-dessus que je vais développer mon propos, c'est la question identitaire. Au-delà de cette question identitaire, l'extrême droite, aujourd'hui, on peut la diviser en 3-4 grandes familles. Premièrement, la plus ancienne, qui revient en force aujourd'hui, c'est le monarchisme autour de l'Action française. L'Action française est en train de renaître de ses cendres et on retrouve un activisme de l'AF un peu partout en France. Alors, quand je dis activisme, ce n'est pas forcément des troupes nombreuses, mais des militants vraiment déterminés. Premier point. Deuxième point, l'Action française est intéressante parce que, contrairement aux autres tendances dont je vais vous parler après, elle est ouvertement catholique et monarchiste et nationaliste. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit réapparaître à l'extrême droite un catholicisme qui est identitaire. Je reviendrai vraiment sur le concept d'identitaire après, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Deuxième tendance qui réapparaît régulièrement, c'est la tendance ouvertement néofasciste. Alors, au sens large, néofasciste, c'est-à-dire que ça va de certains courants de type skinhead à des groupuscules qui sont régulièrement réactivés, comme le GUD, le fameux syndicat étudiant, groupe unité ou groupe union défense suivant les époques et les réactivations, ouvertement néofascistes. On voit apparaître ou réapparaître des intellectuels, et là je reviendrai là-dessus dans mon troisième point, qui se disent ouvertement nazis, pas néo-nazis, ouvertement national-socialistes. C'est intéressant parce que là, il y a aussi quelque chose qui se passe de ce côté-là. Et enfin, la dernière grande famille qui se développe au point de phagocyter toutes les autres, notamment au niveau des discours, c'est le courant identitaire. Alors, le courant identitaire, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, la thématique du grand remplacement, ce n'est pas Renaud Camus.
Si on peut être un peu brutal, je dirais que Camus a été une sorte d'idiot utile. C'est-à-dire qu'intellectuel homosexuel plutôt de gauche au départ, Camus a permis la diffusion de la thématique du grand remplacement sans citer les pères fondateurs de la doctrine, qui étaient des nazis. Pas des néo-nazis, nazis. La doctrine du grand remplacement a été formulée dès après la Seconde Guerre mondiale par d'anciens SS, notamment français. Par exemple, prenez Binet. Alors Binet, je vais faire comme si j'étais en cours, hein, vous veuillez me pardonner. En distanciel, je mets le nom dans le chat à côté. Voilà, René Binet, qui est un ancien SS français, donc. Et donc, pour ces militants, l'idée était la suivante. Après la Seconde Guerre mondiale, en lien avec la doctrine raciale qui préexistait dans les années 30, vous voyez qu'on va quand même très loin chronologiquement, c'est l'idée de se débarrasser des empires coloniaux au risque que les puissances métropolitaines risqueraient de se retrouver colonisées par leurs colonies. C'est-à-dire que dès les années 50, l'idée est là. Il faut se débarrasser des empires coloniaux, surtout africains, pour éviter qu'il y ait un métissage. Et là, on trouve un discours ouvertement nazi. Les populations africaines subsahariennes étant racialement, intellectuellement inférieures, un métissage entraîne forcément une dégénérescence de la race supérieure vers la race inférieure. Donc, on a dès les années 50 ce type de discours. Ça va vivoter dans les milieux néo-nazis. En 60, et précisément en 63, un intellectuel français, Dominique Vénère, je mets le prénom dans le chat, dans le chat. Vénère est connu pour s'être suicidé dans Notre-Dame de Paris en 2013. Dominique Vénère fonde un groupuscule qui s'appelle Europe Action. Et là, on a carrément les prémices de la logique identitaire, c'est-à-dire que le nationalisme doit être dépassé. On ne doit plus parler en tant que de nation, c'est-à-dire rompre avec le nationalisme étroit de l'Action française, par exemple, mais considérer le nationalisme à l'échelle continentale et civilisationnelle. Grosso modo, race blanche. Donc, Vénère va théoriser tout ça, va dire que le nationalisme doit être dépassé, dire que Hitler s'est trompé, mais va pas condamner le nazisme. Et dans les années 60, va développer un discours qui va abandonner progressivement le racisme biologique, même s'il y a encore des phrases terribles, comme sous-développé, sous-capable. C'est clair, surtout dans le contexte de décolonisation, et aller vers le culturel. Donc, là, on est dans les années 65-67, c'est la fin d'Europe Action, et un autre groupuscule qui va avoir une postérité très importante pour nous, va apparaître sur les centres d'Europe Action, c'est la Nouvelle Droite. Alors, à l'époque, la Nouvelle Droite n'est pas connue sous ce nom-là, c'est un terme polémique forgé en 77-78 pendant la campagne anti-Nouvelle Droite. La Nouvelle Droite est connue sous son nom technique, l'acronyme de sa structure, qui est le GRES. GRES, référence à la Grèce antique, archaïque, donc indo-européenne, blanche et aryenne. Et GRES, ça signifie quoi? Groupe de recherche et d'études de ou pour, sur les époques, la civilisation européenne. Tout est là. Et les grécistes, et en particulier Alain de Benoît, qui sévit toujours, qui est toujours dans les médias aujourd'hui, Alain de Benoît va continuer cette évolution vers le culturel en disant que on ne doit pas critiquer les autres civilisations, mais faire en sorte de défendre la civilisation européenne. C'est-à-dire qu'on va passer d'une position offensive, les autres sont sous-capables, sous-développés, dégénérés, tout ce que vous voulez comme qualificatif peu sympathique, au profit d'un discours, il faut défendre, préserver la race blanche, la civilisation blanche. Vous voyez le lapsus, en fait, derrière l'idée de civilisation blanche, il y a une conception ethnique, la race blanche. Et de Benoît va avoir l'idée qu'on peut qualifier de géniale du point de vue militant, de construire son discours non pas à partir d'auteurs racistes, mais à partir de travaux d'ethnologues, donc l'ethnologie étant à la mode à ce moment-là, d'ethnologues et d'ethnologues de gauche. C'est-à-dire qu'au lieu de citer Binet ou d'anciens nazis, de Benoît va citer Claude Lévi-Strauss, par exemple. Notamment sa fameuse deuxième conférence
faite à l'ONU, hein, où Lévi-Strauss dit que les civilisations doivent être préservées, être mises sous cloche, hein, discours différentialiste, pour être pérennes dans le temps. Et donc là, on a à ce moment-là quelque chose qu'on va retrouver aujourd'hui, un mélange de références de droite, de gauche, une réécriture des thèses de droite, une édulcoration des thèses de droite pour les rendre acceptables. Les idées du Grèce, hein, des années 70 au début 80, ça va pas trop marcher. Hein. Taguieff en 94 dira que c'est un échec. Sauf que, à partir des années 2000, les discours formulés par la nouvelle droite, c'est-à-dire le différentialisme, l'ethnodifférentialisme, c'est-à-dire le respect des différences et le refus du métissage, vont se développer. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on l'a aujourd'hui qui joue à plein. C'est-à-dire que depuis les années 2000-2010, le 11 septembre, il y a un constat. L'islam est une religion hostile à l'Occident, mais ce n'est pas une religion hostile d'un point de vue racial, mais d'un point de vue métaphysique ou religieux. Et donc, les musulmans, s'ils sont chez eux, ça ne nous dérange pas, pour paraphraser cette extrême droite, mais il ne faut pas qu'ils s'installent en Europe, sur une zone européenne, et remplacer notre culture, notre civilisation par la leur. Vous voyez que ce discours-là, il date d'il y a 20 ans, hein, ça commence à se développer il y a une vingtaine d'années, va avoir une postérité vraiment très importante puisqu'on est toujours en plein dedans. On est toujours dans cette évolution. Hein. Vous lisez les propos du bloc identitaire, etc., devenus entre-temps les identitaires. Nous ne voulons pas de l'islam sur le sol européen, mais les règles appliquées dans une zone de civilisation musulmane ne nous dérangent pas. Chacun chez soi et les dieux pour tous, pour faire simple. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant, et j'en profite pour le formuler ici. Cette mouvance identitaire et néo-droitière est profondément païenne. C'est-à-dire que la civilisation européenne conçue par la nouvelle droite, dès déjà Europe Action de Dominique Vénère, c'est une Europe blanche et païenne. Vénère avait une phrase très intéressante, la Bible des Européens, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Et à l'inverse, le christianisme, là encore des thématiques volées aux nazis, le christianisme et notamment le catholicisme, c'est une religion juive qui a été amenée en Europe par des personnes du Moyen-Orient, donc des étrangers. On a ce discours-là qui va être très important dans les milieux radicaux des années 90-2000, avec, comme j'ai dit, comme Bruno l'a dit tout à l'heure rapidement, une contre-culture ouvertement païenne. À ce moment-là, il y a un travail de métapolitique, hein, c'est-à-dire de diffusion, de banalisation des idées d'extrême droite qui va se faire avec une thématique européenne, indo-européenne, blanche, dans différents segments de la culture jeune. C'est-à-dire que les identitaires et les groupes pré-identitaires vont créer des groupes musicaux développant ces thématiques-là. Il y en a un certain nombre en Europe ou aux États-Unis hein, qui vont développer l'idée d'une Europe païenne, blanche, marquée par la civilisation indo-européenne. Bon, évidemment, civilisation indo-européenne, il faut mettre ça entre guillemets, mais on a quelque chose qui se construit à ce niveau-là. Et donc, pendant très longtemps, cette tendance radicale va s'opposer aux tendances d'extrême droite plutôt catholiques, évidemment, hein, pour différentes raisons. Déjà, permissivité sexuelle, ça c'est un point qu'on va retrouver ici. Cette extrême droite identitaire n'est pas forcément hostile à l'homosexualité, arguant du fait que dans les sociétés indo-européennes archaïques, il y a des formes d'initiation homosexuelle. Donc, retour du côté des Grecs. Il y a des formes de sexualité différentes. Pensez à Maznev, hein, qui est un ami d'Alain de Benoît. Il y a des formes de sexualité permissive, prostitution, etc. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas considérer ces tendances de l'extrême droite comme réactionnaires ou défenseuses de l'ordre moral. Il n'y en a pas. Et l'un des grands théoriciens identitaires des années 80 jusqu'à 2000, même 2019, date de son décès, c'est Guillaume Faye. Je vous le mets dans le chat sur le côté. Faye, c'est une figure totalement contre-culturelle. C'est l'un des théoriciens du système à tuer les peuples, c'est-à-dire la civilisation américaine, qui est une civilisation qui détruit les particularismes, les identités.
Faye, c'est aussi le théoricien, à partir des années 90, du combat contre l'islam. Les premiers livres identitaires au sens fort, c'est Faye, avec des ouvrages au titre explicite, La colonisation de l'Europe, avant-guerre et quelques autres. Mais Faye, c'est aussi un théoricien d'une forme de sexualité païenne. Faye, c'est aussi un ancien journaliste de l'Écho des Savanes. Faye, pour ceux qui connaissent cette station de radio, c'est un ancien de Skyrock. Skyman de Skyrock, c'est lui. Et Faye, accessoirement, a aussi fait du porno. Donc, éloge d'une civilisation européenne, d'un bloc civilisationnel, d'une civilisation arc-boutée sur elle-même et défensive vis-à-vis de toute forme de colonisation, mais d'un autre côté, totalement permissive sur d'autres points. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour comprendre les évolutions de l'extrême droite aujourd'hui, notamment dans la mouvance identitaire. Et donc, Faye va théoriser un certain nombre de choses de ce point de vue-là, et toutes ces personnes vont mettre en avant donc la culture rock. C'est-à-dire qu'ils vont inventer des formes de contre-culture que certains d'entre vous avez pu voir parmi les jeunes que vous suivez, c'est-à-dire des personnes qui sont politiquement très engagées à l'extrême droite, mais amateurs de black metal. Cette variante très violente du heavy metal, le black metal, vous avez une tendance qui s'appelle le NSBM, National Socialist Black Metal. Donc, on a, à partir de ces années-là, une évolution doctrinale, avec l'idée, évidemment, qu'il vaut mieux faire des solstices en été et en hiver plutôt que d'aller à la messe. Dans ces années-là, entre les années 80, 70 et 2000, être catholique traditionnaliste, c'est totalement ringard. Donc, pour revenir à ce que je vous disais à propos de cette mouvance identitaire, le discours identitaire va devenir de plus en plus important à partir des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, avec un certain nombre de faits malheureusement lancés par des hommes politiques de droite et pas forcément d'extrême droite. Je pense à la calamiteuse au calamiteux débat sur l'identité nationale lancé par Nicolas Sarkozy, qui a été une boîte de Pandore phénoménale, avec le 11 septembre 2001, etc., qui va permettre aux thèses identitaires de se diffuser dans des milieux autres que l'extrême droite, 30 ans après leur formulation par la nouvelle droite. On a quelque chose qui va émerger à ce moment-là, avec une ouverture sur les contre-cultures. Par exemple, un groupe ouvertement contre-culturel marqué par les thèses identitaires, voire néo-nazis, le groupe américain Blood Axis. Je vous le mets dans le chat. C'est un groupe tout à fait intéressant parce que le leader est païen, est membre d'une communauté néo-païenne suprémaciste blanche, différentialiste blanche selon lui, aux États-Unis. Il est éditeur, il est docteur en philosophie et il dirige une revue qui est très intéressante qui s'appelle TYR, T-Y-R, du nom du dieu germanique. Là, vous voyez, on a des choses qui sont à la fois contre-culturelles et tout à fait universitaires. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir des contre-cultures qui vont se développer un peu partout en Europe, aux États-Unis, qui vont développer ces thématiques-là. Et un point aussi intéressant là-dedans, c'est que ces différents théoriciens identitaires se lisent et se traduisent. C'est-à-dire que Michael Moynihan va lire Alain de Benoît, va traduire Alain de Benoît. Moynihan va traduire des auteurs d'extrême droite allemands, en particulier ce qu'on appelle la révolution conservatrice allemande des années 30. Une extrême droite pas très chrétienne, voire pas du tout chrétienne, n'ayant pas trop d'empathie vis-à-vis du national-socialisme. Ça permet à ces mouvances de citer des auteurs d'extrême droite en disant non, eux, ils étaient anti-nazis. Mais c'est une critique qui est faite depuis l'extrême droite. Donc, on a des jeux comme ça qui vont être faits, et à l'inverse, les auteurs américains vont être lus, traduits et commentés par les Français ou les Européens. On est dans des réseaux universitaires. Ou si les personnes ne sont pas universitaires, tel Alain de Benoît, qui ont le niveau largement d'un universitaire, voire même au-delà. Maîtrisant plusieurs langues, traduisant, commentant, voilà. Donc, on est là dans un bouillonnement intellectuel qui est tout à fait intéressant et qui va intéresser les jeunes et les jeunes adultes plutôt cultivés, plutôt à l'université, qui vont réintégrer une partie de ces discours-là.
Je vous donne juste un exemple qui est vraiment très proche. J'ai une collègue et amie qui bosse à Mons, qui donne des cours sur les théories du genre à l'université de Lille, et qui m'a dit une fois, totalement apeuré, et j'ai un étudiant qui critique les théories du genre d'une manière ultra subtile, mais qui a un discours très particulier. Je dis, bah, c'est quoi le discours? Il fait, bah, elle me montre un mail. Et dans le mail, l'étudiant dit, voilà, dans l'Antiquité, la civilisation européenne autorisait l'homosexualité, mais refusait toute forme de communautarisme homosexuel. C'est joliment dit, hein. C'est très finement dit. Mais voilà, vous avez ce genre de discours qui est énoncé aujourd'hui. Ça, j'insiste lourdement là-dessus parce que le lieu aujourd'hui de formulation de ces thèses identitaires, d'un point de vue presque universitaire, c'est l'Institut Iliade, qui a été créé après la mort de Dominique Vénère pour perpétuer la mémoire de Vénère. Institut Iliade, qui est un institut qui marche très bien. Ils ont pas mal d'actes de colloques qui apparaissent chez certains éditeurs d'extrême droite. Toutes les thématiques tournent autour de la civilisation blanche. Donc là, je vais arriver progressivement à cette notion de stratégie culturelle, comme vous pouvez vous en douter. Cette stratégie culturelle, elle est très ancienne, là encore. Elle date des années 70 pour la mouvance identitaire, c'est-à-dire du moment où les membres de la Nouvelle Droite, parmi les plus importants, Alain de Benoît et quelques autres, entrent dans la presse généraliste. Et en 77, il y a la création d'un magazine par Louis Pauwels qui s'appelle Le Figaro Magazine. Et quasiment toute la première équipe dirigeante du FIGMAG de ces premières années sont des néo-droitiers. Ça va servir de caisse de résonance à la nouvelle droite pendant un certain nombre d'années. Il y aura une rupture aux alentours de 83, au moment où Pauwels va se convertir au christianisme bruyamment et évoluer vers une forme de libéralisme économique, en rupture avec les thèses de la nouvelle droite. Là, il y aura rupture. Ils vont partir ou vont être mis à la porte. Mais le mal est fait. À partir de ce moment-là, vous avez un certain nombre de cadres de la nouvelle droite qui vont investir les médias, qui vont investir le monde de l'université. Alors, je ne balancerai pas de nom parmi les collègues, mais il y en a un certain nombre, notamment chez les historiens, qui ont été formés par la nouvelle droite. Un cas connu parce que parti à la retraite, c'est par exemple Bernard Lugan, un africaniste qui soutient que la colonisation était positive et que le déclin de l'Afrique date de l'indépendance. Un ancien de l'Action française. Un autre aussi inconnu notoirement. J'avais dit que je ne balancerais personne, mais je donnerai quelques noms quand même. Jean Audry, ancien doyen de l'Université de Lyon 3, spécialiste des langues indo-européennes, directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris et membre fondateur d'une structure qui s'appelle Terre et Peuple, Une Terre, un Peuple, mouvement régionaliste quasiment nazi. Et Audry, aujourd'hui, écrit dans une revue qui s'appelle Sparta, qui est une revue très érudite, mais vraiment érudite, pour des articles de très grande qualité intellectuelle, même totalement orientés, qui est ouvertement nazi. Pas néo-nazi, nazi. C'est écrit dans leurs projets de publication qui sont nationaux socialistes. Dernier exemple lié à Terre et Peuple également, Pierre Vial de Lyon 3, qui était un prof d'histoire médiévale, fasciné par les Templiers et évidemment par les croisades. Pierre Vial qui, dans certaines conférences, avant d'entamer sa conférence, chante assis sur les trottoirs, nous aiguisons nos longs couteaux, chanson de l'ASA. Donc, vous avez dans cette mouvance des gens qui sont particulièrement radicaux, qui font des choses qui peuvent sembler absconses, radicales, peu lisibles, mais qui ont eu le génie de vulgariser ces discours-là via des groupes, via toute une contre-culture à destination de jeunes adultes, notamment universitaires. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant dans le combat culturel. Ensuite, ces personnes sont des personnes qui sont régulièrement invitées par les médias. Benoît a été régulièrement invité dans Ce soir ou jamais de Tadi sur France 3. On a des personnes qui ont noué des liens professionnels avec d'autres animateurs, d'autres publicistes, d'autres pamphlétaires, journalistes. Éric Zemmour
et régulièrement dans la revue de la Nouvelle Droite, dans le magazine de la Nouvelle Droite qui s'appelle Éléments, sous-titre pour la civilisation européenne. Une bonne partie de l'équipe qui entoure Zemmour dans son parti Reconquête sont des gens issus de l'Institut Iliade et de la Nouvelle Droite. Donc, on a ça d'un côté, et de l'autre côté, enfin, à destination des jeunes, il y a toute une série de tentatives de pilotage, d'infiltration de contre-culture par des fanzines, par des groupes dans les années 80-90. Avec des cibles précises, hein, ils vont pas faire ça dans n'importe quoi, c'est-à-dire ils vont pas tenter d'infiltrer les milieux du rap, ils n'ont aucune chance, mais ils vont tenter de piloter, par exemple, ce qu'on appelait dans les années 90-2000 la scène industrielle, c'est-à-dire une musique électronique marquée par des thématiques futuristes, par des thématiques européennes, par voilà. Milieu donc de la scène industrielle, milieu du black metal et dans les milieux ensuite évoluant aux marges du métal, hein, tout ce qu'on appelle pagan folk, pagan metal, etc. C'est-à-dire des groupes qui mettent en avant à la fois des valeurs, des thématiques païennes et des musiques radicales qui attirent les jeunes. Et là-dedans, il y a des choses qui marchent plutôt bien. Un exemple de groupe qui fonctionne bien, un groupe norvégien, Burzum, je vous le mets dans le chat. Ça, vous avez déjà dû croiser chez certains de vos adolescents, ce groupe-là. Burzum, groupe de black metal. Alors, ce groupe est très intéressant. Pourquoi? Il a été fondé par un Norvégien, je ne vous mettrai pas dans le chat, du nom de Varg Christian Vikernes. Varg est un pseudonyme païen. Son nom, c'est Christian Vikernes. Varg Christian Vikernes, qui est un ancien d'un groupe de black metal connu, hein, Mayhem. Vikernes, pardon, je fatigue un peu. Vikernes, c'est quelqu'un qui est connu en Norvège pour avoir incendié des églises en bois millénaires. Avec la thématique païenne, hein, les chrétiens sont des juifs qui sont venus détruire notre religion native, qui est la religion des Vikings. Vikernes est connu aussi pour avoir tué l'un des membres de son groupe ou d'un autre groupe de black metal, j'ai toujours un petit doute là-dessus, et a consommé une partie de son cerveau. Il a fait 20 ans de tôle en Norvège, plutôt bien loti puisqu'il avait un studio d'enregistrement, et en prison, il a créé Burzum, qui développe des thèses ouvertement néo-nazies, néo-païennes. Il est sorti de prison il y a peut-être une petite dizaine d'années. Il vit en France. Il a créé une maison d'édition qui fait l'éloge d'un paganisme nordique et identitaire. Il publie toujours des albums de Burzum, et un album de Burzum, ça se vend grosso modo à peu près à 15-20 000 exemplaires pour la France, ce qui est pas mal du tout. Vous allez, pour les Parisiens, dans un disquaire comme généraliste comme Gilbert Joseph sur Boulevard Saint-Michel, vous allez dans le rayon black metal, vous avez du Burzum. Les textes de Burzum sont explicites. Donc, vous voyez que là, on a un certain nombre de faits qui attirent les jeunes. Et la stratégie pour les Monian, Vikernes et compagnie, c'est donc d'attirer ces jeunes par la musique et de les amener à des publications plus scientifiques. Le but étant de créer une contre-culture avec tout un discours idéologique derrière. Cette stratégie a été faite aussi par le bloc identitaire à la grande époque, 2012 encore. Philippe Vardon, aujourd'hui au RN, a écrit un livre qui s'appelle l'abécédaire identitaire ou quelque chose comme ça. Je vous dis ça de tête, je n'ai plus le titre exact, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le contenu de ce livre, destiné aux jeunes militants, voire aux gens extérieurs. C'est-à-dire abécédaire, hein, de A à Z, avec dedans des traits à la culture identitaire, par exemple des auteurs phares comme Guillaume Fay, comme Julius Evola, je ne vais pas vous assommer de références, des points traitant de l'histoire européenne, 300, Léonidas, les Thermopyles, à la contre-culture, le 300 de Miller, justement. Pourquoi les identitaires aiment autant 300? Il suffit de voir le film pour comprendre, hein, c'est juste logique. 300 Européens qui se battent contre une armée de dégénérés perses. Je schématise, mais l'idée est là, dans le sens développé par Vardon.
Il y a toute une série de groupes à écouter, donc certains des groupes que je vous donne, mais des groupes plus larges comme The Smiths, un groupe de rock des années 80, Morrissey et nationaliste. Des groupes plus ambigus comme Joy Division, les divisions de la joie, les quartiers de prostitution dans les camps de concentration, et etc., etc. Donc vous avez via Verdon et d'autres auteurs, je peux vous donner des auteurs américains ou européens, vous avez plusieurs auteurs, plusieurs théoriciens qui vont tenter de conceptualiser cette contre-culture à destination des jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est vraiment cette idée-là, la culture doit être totale. Donc vraiment une contre-culture à part entière, calquée, copiée sur la contre-culture des 70s, mise au goût du jour. Et en lien avec ça, toujours du côté identitaire, aussi une volonté de contrôler la violence de ces militants, de leurs militants, pardon. Les membres du bloc identitaire sont des anciens skinheads, sont des anciens radicaux. Les deux, je vous donne juste deux noms, Fabrice Robert, Philippe Verdon, sont des anciens skinheads, passés par un certain nombre de groupuscules ultra violents dans les années 80. Et dans les années 90-2000, il y a un constat qui est fait par ces deux militants, notamment par Robert, qui avait écrit une lettre. Par une lettre, je suis en train de lire à côté le commentaire, j'aurais pas dû, je vous répondrai après. Par une lettre ouverte sur Internet, qui dit, grosso modo, qui revient sur son parcours en disant, voilà, j'ai menacé des personnes de mon arme, me suis retrouvé menacé par des armes, je me suis retrouvé dans des rixes ultra-violentes, j'ai atterri plusieurs fois aux urgences parce que j'avais cogné quelqu'un et je me suis fait cogner dessus, etc. Et à la fin, Fabrice Robert dit une chose, il fait tout ça, ça menait à quoi? À rien. Et à partir de ce moment-là, il y a globalement à l'extrême droite française un déclin de la violence politique, mais pas une disparition de la violence politique. C'est-à-dire que quand le bloc identitaire devient important, il va créer les maisons communautaires, hein, qu'on trouve par exemple encore aujourd'hui avec la Citadelle à Lille, le café-bar communautaire blanc à Lille. Et dans la Citadelle, vous avez une partie festive, le bar, et des salles où vous avez la possibilité de vous entraîner au sport de combat. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand on réfléchit à la violence. À partir de ce moment-là, vous avez une évolution qui, globalement, va être la suivante. On contrôle la violence de nos militants, on évite les rixes de rue qui peut nous emmener au tribunal, mais d'un autre côté, on contrôle, on canalise cette violence par la création de salles de sport et de salles de combat, de sport de combat. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a un basculement. On n'agresse plus l'autre, c'est l'autre qui nous agresse et nous, on se défend. Cette évolution discursive est intéressante. Parce que voilà, il y a la volonté de canaliser la violence sans pourtant de l'abandonner. Avec du côté du bloc identitaire, hein, les opérations choc, médiatiques, occupation de la mosquée de Poitiers, etc., ou de certains ponts à Calais, qui amènent une montée de l'adrénaline auprès des militants, mais qui, d'un point de vue judiciaire, ne noircit pas trop le casier. C'est des faits mineurs. Donc, voilà, il y a toujours ça. Sauf que, au bout d'un certain nombre d'années, on est à peu près aux alentours des années 2000, plutôt 2015, cette stratégie montre ses limites et on voit aujourd'hui de plus en plus un certain nombre de militants qui veulent revenir ou qui reviennent à l'action violente. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de groupuscules ont été dissous par le ministère de l'Intérieur. On a des militants qui se retrouvent lâchés dans la nature. Voilà, moi j'ai un côté un peu cynique là-dessus. Hein. Je préfère avoir une formation avec un fil à la patte suivi par les renseignements généraux, la DCRI, plutôt que d'avoir des individus seuls dans la nature. Pourquoi? Parce que beaucoup plus dangereux. Et donc, on a un certain nombre de militants qui veulent revenir à l'action violente. Et ça, on le voit globalement un peu partout aujourd'hui, avec des cas, hein, des faits divers qui concernent des membres du GUD. On revient sur le groupe Union Défense, avec qui met en lumière un des groupes peu connus comme les Zouaves, qui en fait n'est pas un groupuscule, mais une association
comment je pourrais dire ça, volatile de militants venant de différents groupuscules qui veulent revenir à la violence sans pour autant impliquer leur groupuscule d'origine. Les Zouaves, par exemple, dedans, vous avez des identitaires, vous avez des gens de la F, vous avez des gens du GUD, plus des hooligans. Voilà, c'est cogner pour cogner. On a un retour à cette violence-là. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que cette volonté de violence, en lien souvent avec l'idée de grand emplacement ou de la thématique identitaire, c'est-à-dire de défendre la civilisation blanche, touche aussi les milieux catholiques. Ça, c'est un truc qui est intéressant parce que depuis les manifs pour tous, il y a eu un double phénomène qui est apparu. D'un côté, des identitaires qui abandonnent le paganisme pour le catholicisme dans une variante identitaire et traditionnaliste, la messe en latin notamment. Et de l'autre, on a des personnes qui viennent de milieux catholiques plutôt aisés, ce qu'on appelle la vieille France, qui trouvent beaucoup de charme à devenir des voyous et à cogner sur les gauchistes ou les autres. Et là, aujourd'hui, on a une évolution qui se fait encore qui est en cours, d'ailleurs, d'où ma phrase un peu bancale, qui est qu'on a des militants catholiques qui s'entraînent au maniement des armes, comme le faisaient les néo-nazis ou les néo-fascistes dans les années 80. Pourquoi? Parce que ces personnes se voient comme de nouveaux templiers. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça rejoint l'ésotérisme, justement, chrétien, se voient comme de nouveaux templiers et ils doivent défendre la chrétienté des hordes de sarrasins. Je dis ça sur un mode cynique et un peu sarcastique, mais l'idée est quasiment là. Avec des curés en soutane et en chaussures cloutées qui dit que défendre sa terre n'est pas quelque chose d'impie. Et on voit, il y a certaines vidéos du côté d'Academia Christiana, comme association, où on voit des curés tradis sans le visage, qui expliquent que c'est quelque chose de positif. Évidemment, toujours mis en avant l'idée de défendre quelque chose et non pas d'agresser. Alors, du côté des identitaires, cette fusion entre cette forme de catholicisme, les idées païennes, on commence à se voir autour de 2013-2014 avec des camps d'été qui tournaient autour du roi Arthur ou du Graal. Pourquoi? Parce que le Graal, dans l'imaginaire des païens, c'est profondément païen. C'est une thématique qui est tout à fait intéressante, mais d'un autre côté, le Graal, c'est quelque chose aussi de profondément chrétien. C'est-à-dire que là, on assiste à une sorte de truc improbable qu'on pourrait qualifier de catholicisme identitaire à tendance païenne. Avec l'idée que notre catholicisme, en fait, est une religion païenne. Noël. Là, j'aime bien embêter les gens avec Noël. Noël, c'est une fête éminemment païenne, c'est le solstice d'hiver. Donc, célébré par les nazis, par les païens, par la nouvelle droite, etc., mais aussi mis en avant par nos catholiques. Quand je dis nos catholiques, c'est pas les catholiques en général, c'est les militants qui m'intéressent, évidemment. Donc, vous voyez que à partir de ce moment-là, nous avons un bouillon intellectuel composé d'éléments contre-culturels, d'éléments plus savants, d'éléments relevant de l'ésotérisme, notamment chrétien, qui se met en place. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Et la grande difficulté pour les observateurs non professionnels comme moi, c'est-à-dire ceux qui ont eu le malheur de plonger leur nez dedans, non pas depuis 15 ans, mais au moins depuis 30 ans, c'est de nager dans quelque chose de totalement incompréhensible. Je suis souvent régulièrement en lien avec la Mivilude ou avec l'intérieur pour discuter de ce genre de choses. Parce que voilà, il y a une demande là-dedans qui fait que les personnes ne maîtrisent pas toutes ces références. Et donc voilà, alors pour le rapport à la violence, je suis en train de reprendre tout simplement mon déroulé, puisqu'on m'avait demandé 45 minutes et je vais arriver à la fin. J'ai à peu près répondu à tous les points demandés par Bruno. Alors, le dernier point, le 5e point qui vous intéresse, vous, professionnels du social, comment faire quand vous avez ce genre de profil? Je vous avoue que là, je peux être très bavard là-dessus, je ne sais pas quoi trop dire. Pourquoi? Tout simplement parce que, on a affaire à des milieux qui sont très volatiles. Je vous donne juste un exemple. Un des proches de Serge Ayoub, Baskin, dans les années 80, le chef de la troisième voie qui a été dissoute il y a quelques années. Donc, l'un des anciens bras droits d'Ayoub est devenu moine hindouiste. Vous avez des personnes qui vont quitter l'ornière de l'extrême droite
pour aller vers des formations classiques. J'ai un de mes proches qui est un ancien skinhead qui est devenu membre de la LFI. Tout à fait républicain, voilà. On a des profils parfois improbables. Et ces profils, en fait, je vous dirais que c'est en lien avec la psychologie de la personne au moment où vous le rencontrez. J'ai pu discuter avec des anciens de la Nouvelle Droite qui sont devenus de bons bourgeois conservateurs tout à fait respectables, comme d'autres qui se sont enfoncés dans le racisme. Qu'est-ce qui fait que l'un sort de l'ornière, l'autre non? Je ne sais pas. Je pense que ça a un lien avec des traits psychologiques. Et là-dedans, je ne sais pas quoi vous dire, mis à part que ça ne sert à rien de bousquer ces personnes, parce que vous allez avoir une réaction de type sectaire. Hein. Le groupe est attaqué, on fait bloc. Après, là-dessus, je vais un peu écarter mon propos. J'ai été universitaire en France pendant 5 ans à l'université de Valenciennes, à l'IPAG. Donc, je formais les étudiants au concours administratif et je faisais les cours de culture générale. Là, régulièrement, j'avais mon profil, hein, c'était entre bac plus 1 et bac plus 5. Alors, je regarderai le commentaire après parce que ça me perturbe. Donc, je reviens à mon idée de mes étudiants. Là, parmi mes étudiants, régulièrement, j'avais des gens issus de l'immigration qui me disaient oui, en France, il y a 2 intellectuels bannis des médias, Soral et Dieudonné. J'ai eu droit à les francs-maçons, c'est une secte. J'ai eu droit à pas mal de types de questions de ce genre-là. Donc, généralement, je prenais du temps pour expliquer que non, Soral n'est pas un intellectuel, c'est plutôt un sombre clown qui mélange n'importe quelle référence sans les avoir lues. Ça passait plus ou moins bien, parce qu'on voyait que la personne m'écoutait respectueusement parce que j'étais le prof, que si mouftait taureau, il y avait un signalement disciplinaire. Et voilà. Mais après, comment faire évoluer ces personnes-là? Déjà, je vais reprendre mon vieux propos du début, passablement conservateur et réactionnaire. L'un des ravages, c'est quand même Internet. À partir du moment où tout est sur Internet, Internet, c'est un outil génial. On n'a jamais eu autant accès à la connaissance qu'aujourd'hui. Mais paradoxalement, c'est une poubelle. Et les algorithmes des moteurs de recherche, Google pour pas le nommer, sont quand même assez terribles parce que vous cherchez certaines références. En premier, vous avez Soral, Dieudonné ou quelques autres. C'est problématique. Donc, là-dedans, j'ai un problème là-dedans pour accompagner. Pourquoi? Parce que ces personnes, faut être honnête, ce ne sont pas des idiots, ce ne sont pas des crédules, mais ils sont enfermés dans une bulle, une vision du monde particulière. Comment casser ça? Comment casser cette vision du monde? Certains vont évoluer naturellement, d'autres, non. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus et je suis tout à fait prêt à vos questions là-dessus, mais là, sérieusement, j'ai un problème. Pour les fans de musique industrielle, de Burzum, ceux qui vont surfer avec les esthétiques indo-européennes, etc. Quand j'étais à la fac, donc ça remonte aux années 90, j'en ai côtoyé plein. Je baignais là-dedans parce que je suis un fan de contre-culture et de musique électronique radicale. Moi, je suis jamais tombé dedans. J'ai des copains qui sont devenus des militants. Pourquoi? Voilà, on a a priori les mêmes profils. Pourquoi? Je sais pas. Certains vont juste survoler, vont s'amuser avec ça pendant quelques années, vont passer à autre chose. Ça, c'est clair. Mais pour ceux qui sont les plus radicaux, comme l'étudiant dont je vous ai parlé tout à l'heure, je sais pas. Parce que ce profil, j'en avais discuté avec la collègue, ce profil est intéressant. Le type est a priori très brillant. Mais c'est quelqu'un qui souffre aussi de pauvreté, qui a l'impression d'un déclassement social et qui a développé une aigreur vis-à-vis d'autres étudiants, d'autres groupes. Comment peut-on le faire revenir dans le cadre normal? Je ne sais pas. Un autre exemple là-dessus, moi j'ai grandi dans l'Aisne, 02. Un coin où pendant un temps, entre des villes moyennes touchées par la crise, Chauny-Tergnier, je ne vous les mets pas dans le chat, ce n'est pas le plus important, on avait quasiment 300 skinheads.
des skinheads entre 12, 13 ans et 16, 17, 18, 19 ans, pas plus. Pendant une période, toutes les semaines à la gare routière de Chauny, là où se trouvait le lycée et le lycée professionnel, vous aviez des rixes entre les skinheads, des enfants issus de l'immigration musulmane, des Maghrébins, voilà, et des antifas. Ça s'est calmé uniquement à partir du moment où les gamins étaient menacés de peine planchée par le procureur. Parce qu'il y avait régulièrement au tribunal de Laon des personnes qui passaient en jugement. Les groupes d'extrême droite ont tenté de les intégrer, de les canaliser. J'ai vu passer des gens du Parti de la France. J'ai vu passer des gens du Bloc identitaire. J'ai vu passer des gens de Troisième Voie. Et c'est Ayoub et sa Troisième Voie qui a réussi à les canaliser. Aujourd'hui, ces personnes ont grandi, sont devenues majeures. Ils sont toujours racistes. Vous venez dans mon coin de campagne, le RN fait plus de 50%. Le racisme, c'est totalement banalisé. Je ne cherche plus à savoir quand ma ville natale, Tergnier, va passer à l'extrême droite, mais juste quand. Le RN pourrait présenter un chien avec un capio, comme on dit en Picard, un chien avec un chapeau. Le candidat ferait plus de 50%. Ils votent pour une idéologie, pas pour un candidat protestataire. Alors, comment faire pour canaliser ces personnes? D'un autre côté, j'ai dit, une fois qu'ils vont trouver du travail, ils peuvent se calmer à partir du moment où ils sont femmes et enfants. Mais quand on sait aussi qu'il y a des skinheads, là, on peut dire que vous allez avoir des générations de militants d'extrême droite, puisque les enfants vont être élevés là-dedans. Dernier point là-dessus, pour finir, ma femme est kabyle. On habite à Cambrai. Elle est institutrice. Elle s'est pris un moment dans la tête par un parent parce que ma femme avait engueulé le gamin. Est-ce qu'on est trop blanc pour vous? Elle n'avait pas compris l'insulte. C'est moi qui lui ai expliqué. Voilà. Là-dessus, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, je vois un message dans le chat. Est-ce que finalement, ce n'est pas une recherche d'appartenance? Si, évidemment, il y a de ça. Appartenance aux communautés imaginées. Mes groupes de skinhead, c'était des gamins des précarisés, du sous-prolétariat touchés par la crise, clairement. Et évidemment, dans la mouvance skinhead, l'identité de groupe joue un rôle quasiment important. En cassant le groupe, est-ce que les personnes peuvent se calmer? Oui et non, tout dépend de la radicalité de la personne qui est en face de vous. Si on a un gamin paumé, je pense qu'on peut le sortir. J'essaye d'être optimiste. Par contre, pour d'autres, non. Pour les leaders, non. Voilà, donc une conclusion sur ce débat. Et j'ai tenu mes 45 minutes, même un peu plus, sur cette note pas très optimiste. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Stéphane. C'est une analyse qu'on entend vraiment rarement. Les commentateurs politiques se contentent généralement de faire de la sociologie électorale, du Rassemblement national. Et là, tu nous as invités pendant ta présentation dans la profondeur intellectuelle de ces mouvements-là, dont on a extrêmement peu conscience. Et avant de donner la parole aux auditeurs, moi, je voulais te demander, mais comment ça se fait? D'où ça vient, ce décalage entre, on va dire, cette profondeur intellectuelle d'un côté et la façon dont on en parle. On a l'impression qu'en tant que citoyen un peu lambda, on n'a pas accès à cette conception. Comment ça se fait qu'à la fois ils n'aient pas réussi à faire passer cette profondeur intellectuelle, à se faire passer pour des gens très intelligents, etc. Est-ce que tu as une piste d'explication là-dessus? J'en aurais deux de pistes d'explication. D'un côté, il y a quand même une idée à garder à l'esprit, c'est que depuis 1945, ce sont les perdants de l'histoire, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui change aujourd'hui avec l'évolution des discours identitaires, parce qu'on voit des personnes qui ont aujourd'hui un discours identitaire qui ne viennent pas de l'extrême droite.
Ça change. Mais pendant très longtemps, l'extrême droite, même la plus intelligente, c'était soit des anciens de l'Algérie française, soit des rescapés de la collaboration. Donc, il y avait ce côté perdant de l'histoire. Ça va commencer à changer dans les années 70 avec quelqu'un comme Alain de Benoît. Benoît, faut pas l'oublier, hein, dans les années 70, il est invité par Bernard Pivot, où on le trouvait dans les années 80 chez Pollack. Donc lui a gommé les aspérités les plus radicales pour polisser son discours, en gardant le fond identitaire, hein, évidemment. Mais Benoît, en France, a toujours cette image, hein, d'ancien nazi. Il est peu invité à part chez Tadei et quelques autres. Par contre, à l'étranger, Benoît est invité, par exemple, à l'équivalent italien de la fête de l'UMA, par des communistes. Des ramifications auxquelles on ne s'attend pas, ouais. Auquel on ne s'attend pas du tout. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Comme pareil, Benoît va souvent en Russie, aller souvent en Russie à l'université Lomonosov. Pourquoi? Parce qu'il retrouve un de ses vieux copains, Alexandre Douguine. Voilà, il y a des liens comme ça. De même, un Benoît discute avec les théoriciens de la nouvelle gauche, mais ce qui reste de la nouvelle gauche américaine. Il y a des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des convergences intellectuelles pour lesquelles la nouvelle gauche américaine, là je suis désolé, on va passer à un niveau un peu intellectuel, c'est par exemple Heidegger ou Carl Schmitt. Voilà, il y a des choses comme ça, des passerelles qui font que. Mais globalement, en France, il y a cette image pendant très longtemps de perdant de l'histoire. Il y a aussi une image très dommageable venant de certains commentateurs et observateurs, c'est l'idée que l'extrême droite est forcément bas du front ou totalement conne. C'est-à-dire qu'un certain nombre de commentateurs, notamment ceux qui sont intéressés au FN dans les années 80, n'ont pas compris que dans le FN, il y avait des hauts fonctionnaires, il y avait des universitaires, il y avait des juristes, des profs de fac, etc., etc., etc. Et que donc, derrière, il y a une machine à réfléchir. Jean-Yves Le Gallou, qui est à l'origine de la préférence nationale pour le Front National, c'est un ancien du Grèce, c'est un ancien du Club de l'Horloge, donc plutôt droite libérale, ultra conservatrice. C'est un haut fonctionnaire à l'intérieur, j'ai oublié de le préciser. Et aujourd'hui, il est l'un des fondateurs de l'Institut Iliade et il est derrière Zemmour. Les discours de Zemmour, c'est des discours identitaires comme je vous ai décrit là. Et ce qui est effrayant là-dedans, c'est quand même un candidat qui, avec des discours de ce type, a fait presque 8%. Oui, c'est ça. On a vu uniquement la chute, mais il faut se rappeler la violence et la haine qui se dégageait du programme d'Éric Zemmour. Il y a une question de Chris dans le chat. Est-ce que tu connais le musical identitaire français, Les Brigandes? Alors, je connais très bien Les Brigandes. Alors, Les Brigandes, c'est intéressant parce que j'ai un gros problème pour les situer. C'est-à-dire que, 1, ça relève du phénomène sectaire. 2, ça relève d'une forme de catholicisme traditionnaliste très particulier. Par exemple, la chanson contre les jésuites, hein, on n'avait pas entendu ça depuis au moins l'interdiction des jésuites en Europe, ça remonte. Et les Brigandes, en fait, ne font pas consensus au sein de l'extrême droite, justement à cause de leur thèse. Et les Brigandes, c'est tout à fait intéressant parce que le côté sectaire là-dedans, c'est vrai que ça, c'est un autre point sur lequel j'aurais pu revenir, est très souvent minoré. Dans les discours que je vous ai décrits tout à l'heure, il y a des discours qui relèvent de l'ésotérisme, chrétien en l'occurrence pour les Brigandes, et on a un rejet du monde moderne avec une mise en avant de l'homéopathie, de médecine naturelle, du yoga, etc., etc., et notamment parmi les plus radicaux. Parce qu'il y a un rejet des Lumières, du rationalisme et de la science aussi, pour une forme idéalisée. Alors là-dedans, j'en parle dans un des derniers livres dont tu n'as pas parlé, mais tu ne pouvais pas tout citer, qui s'intitule Les Verts bruns sur l'écologie d'extrême droite. Parce que là, pareil, les médias me sidèrent parce qu'ils ont l'impression de découvrir l'eau tiède. L'écologie d'extrême droite, ça date des années 80, 40 ans. Alors, pour revenir aux Brigandes, c'est vraiment problématique parce que c'est à cheval entre la communauté religieuse presque sectaire et le mouvement politique. Et là, le contenu des chansons, je me suis intéressé à ça, c'est vraiment très, très, très particulier. Hein. Ça ne fait pas consensus au sein de l'extrême droite. Il y a vraiment un contenu très particulier. La Camblucien, avant, oui, c'est quelque chose de très, très intéressant. Alors, les cartographies des différents groupes d'extrême droite, oui, il y a la Horde, donc un groupe antifa français,
tous les ans, met à jour une cartographie des différentes formations en essayant de caler parmi les grandes familles idéologiques ou les grands courants. Donc, il faut aller sur le site de la Horde et vous l'avez assez facilement disponible. C'est assez bien fichu. Je vous avoue que voilà, moi je connais les militants qui sont derrière la Horde. C'est très bien fait. Et ça permet de comprendre pas mal de choses parce qu'on voit les liens entre les uns et les autres. Super. Et ils me disent ouvertement, les gens de la Horde, qu'ils ont de plus en plus de mal à essayer de faire une cartographie qui tienne la route parce que ça vole ça vole en éclats, quoi. Ça se disperse vraiment d'une manière phénoménale. C'est impressionnant le nombre de logos et la taille de la cartographie. Je vais la mettre dans le chat. Je vais la mettre dans le chat. Est-ce que dans le public, il y a des questions, quelqu'un qui souhaite interpeller Stéphane, François? Fafwatch, il y a des choses intéressantes là-dedans, mais parfois ils ont une tendance à marcher par amalgame. Donc, c'est plus embêtant de compromettre quelqu'un en mettant la photo qui n'a rien à voir là-dedans, parce qu'après, la personne criait, quoi. J'ai un peu de mal avec Fafwatch. Mais disons que la Horde est beaucoup plus sérieux de ce point de vue-là. Alors, en lien avec la Horde, pendant longtemps, il y avait une publication Antifa qui était de très très belle qualité, qui s'appelait Reflex. C'est un truc papier, il y a un site d'archivage des vieux articles de Reflex, c'est vraiment bien fichu. Et là, honnêtement, c'est vraiment très rare quand les gens de Reflex se sont plantés. Tu as un petit peu mis le doigt dessus à la fin de ta présentation. Tu as commencé en nous présentant les 3 grandes familles d'extrême droite et on voyait bien de quoi tu parlais. Est-ce que j'ai bien compris ton propos en disant qu'aujourd'hui, ces 3 familles se mélangent allègrement et qu'on ne va plus les retrouver de manière séparée, dans des mouvances séparées, mais au contraire complètement entremêlées. C'est bien ça que tu nous as expliqué. Oui. Pour revenir sur ma typologie initiale, pour faire simple, les néofascistes et les monarchistes sont plutôt nationalistes. Les identitaires sont européistes. Les néofascistes sont plutôt athées. Les monarchistes sont catholiques, les identitaires sont plutôt païens. Donc, on a une typologie particulière. Les derniers points, les monarchistes sont monarchistes, les néofascistes sont plutôt dans un régime populiste républicain, à la Mussolini, et les néo-droitiers plutôt impérial. Les identitaires plutôt un modèle impérial. Aujourd'hui, ça se mélange allègrement, au point que, par exemple, dans une revue néo-païenne comme Élément, vous avez des contributeurs catholiques, ou des personnes comme De Benoît qui fait l'éloge de Chantal Delsol, qui est une catholique conservatrice très réactionnaire. Voilà. Il y a des trucs qui se passent en ce moment. Ce sont des milieux volatiles. De même, dans l'un des derniers numéros de Nouvelle École, qui était consacré à Maurras, vous aviez des auteurs monarchistes. Voilà, on a des carambolages là-dedans, avec une idée, c'est que chrétiens ou païens, aujourd'hui, ont le même ennemi, l'islam et la mondialisation. Voilà, là, on est en voie de recomposition, c'est assez intéressant pour moi, j'allais dire très marrant pour moi, mais mon marrant à moi n'est pas le marrant des autres, et on a des réseaux de recomposition là. Alors, je vois un commentaire dans le côté être contre l'islam, par exemple. Oui, c'est une nouvelle forme d'identité. C'est-à-dire que, en fait, je suis plus proche de ceux qui pensent comme moi que des autres. Alors qu'il y a à une grande époque, à l'extrême droite, vous aviez des courants, notamment chez les néofascistes et chez les néo-droitiers, la nouvelle droite, qui étaient favorables à l'islam. Vous aviez une extrême droite pro-islam, pro-arabe, parce que anti-américaine. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, un peu, quoi. Ah non, mais même au-delà de ça, d'un point de vue ésotérique d'extrême droite, l'islam est une religion qui a gardé le lien avec la tradition originelle, et donc c'est un moyen de rester dans une société dite traditionnelle. Alors que le monde dans lequel on vit, né des Lumières, c'est un monde qui a été détruit, déraciné de ses origines. Le modèle pour ces gens-là, c'est l'Europe du Moyen-Âge.
Le Moyen-Âge étant notre modèle de civilisation traditionnelle. Avec un âge d'or, Un âge d'or de rapport à la terre, de rapport et à l'Antiquité, à l'ordre homérique. Voilà, d'où toujours le retour à Sparte. Hein. Ça, c'est infernal chez eux. On nous, comment dire, les signalements pour radicalisation concernent très majoritairement. Alors, ça a tendance un peu à évoluer ces derniers mois, mais néanmoins, l'énorme majorité des personnes qui nous sont signalées le sont pour un rapport avec un islam alors, plus ou moins radical. Et c'est une invitation, ton propos, je trouve, à vraiment prendre avec beaucoup de pincettes ce type-là d'accompagnement en rappelant toujours à quel point il est important de penser les radicalités de toutes parts. Moi, j'avais une question à te soumettre. Tu as parlé de Zemmour, mais au final, relativement peu du Rassemblement national. Alors, le Rassemblement national, là-dedans, c'est quoi aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que la banalisation des idées d'extrême droite est une évidence. Mais alors, situer aujourd'hui le Rassemblement national dans tout ce que tu as dressé, je trouve ça très compliqué parce que on a une banalisation, on a aussi un discours semble-t-il, de moins en moins radical, de plus en plus policé. Comment tu le situerais, le Rassemblement national aujourd'hui? Là, déjà, j'ai une excuse à faire. Je travaille sur les groupes à la droite du RN. Donc, j'ai une tendance à passer le RN de côté. Aujourd'hui, le RN est toujours d'extrême droite. Tant qu'il y aura cette volonté de mettre en place une préférence nationale, ça va à l'encontre du bloc constitutionnel. À l'article 1, tout citoyen est libre et égaux en droit, etc. Donc là, on a déjà un problème. D'autre part, effectivement, avec la candidature de Zemmour, Marine Le Pen a passé pour une modérée avec un discours très policier. D'ailleurs, on l'a très peu entendu, elle n'avait pas besoin de parler, Zemmour faisait la campagne à sa place. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et dangereux. Parce que effectivement, les radicaux ont de nouveau investi le Rassemblement national, hein, les identitaires. Il y a 73 cadres identitaires qui sont entrés au Rassemblement national. Damien Rieu, Philippe Vardon et quelques autres, et pas des moindres, et qui ont infléchi le discours dans un sens localiste, régionaliste, etc. Mais effectivement, le Rassemblement national reste toujours d'extrême droite et reste toujours dangereux. Sauf que dans mon monde, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie la plus modérée. Parce que tous ceux qui m'intéressent sont des gens qui considèrent le RN comme un parti trop modéré. Ça ne veut pas dire que le RN n'est pas un parti d'extrême droite. Ça veut dire simplement qu'il est largement dépassé par son aile droite. Catherine Guyot de l'ARS, quelle place pour les femmes dans ces... Alors, je ne sais pas si votre question, Madame Guyot, concerne les femmes dans l'idéologie d'extrême droite ou les femmes dans ces mouvements-là, quelle place elles ont? Je vais répondre aux deux. Alors, pour répondre aux deux, les femmes, à la fois dans l'idéologie et dans les formations, sont minoritaires. Il y a moins de femmes que d'hommes. Pendant très longtemps, hein, les femmes qui étaient dans ces groupuscules, ces formations, c'était les copines des militants. Il y a néanmoins des militantes qui ont des discours particulièrement radicaux et qui jouent un rôle là-dedans tout à fait intéressant. Par exemple, Thaïs Descurfon, l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire, c'est pas une potiche, c'est quelqu'un qui réfléchit. De même, à l'extrême droite, il y a une structure qui s'appelle Némésis, composée de militants de différentes formations d'extrême droite, et notamment de jeunes qui sont passés par les structures de jeunesse du CRES, qui jouent un rôle là-dedans. Alors, paradoxalement, si les femmes sont relativement minoritaires, il faut être honnête, d'un autre côté, elles sont souvent parmi les plus radicales. On a eu l'occasion récemment d'écouter Magali Della Souda sur les mouvements, on va dire, féministes / anti-féministes d'extrême droite qui sont à la fois étonnants, peut-on se dire, mais en même temps qui, dans ce que tu viens de nous présenter, présentent une certaine logique, défendent la femme européenne
européenne contre les hordes de sauvages Il y a, ultra sexualisés maghrébins. alors, il y a ça, mais il y a aussi un autre point. La femme, évidemment, elle est là, notamment, c'est le discours qu'on trouve chez le discours chez le bloc identitaire, pardon, je commence à fatiguer, qui dit, voilà, il faut défendre les femmes des hordes sarrasines quasiment, du viol, de l'agression, etc. On retombe quasiment dans le vocabulaire d'Europe Action des années 60 quand les Algériens hommes sont venus travailler en France. On a ça, mais d'un autre côté, on a aussi un autre discours qui est tout à fait intéressant chez ces militantes d'extrême droite. Elles, en tant que femmes, sont en lien avec le cosmos et sont les seules aptes aussi à comprendre l'ordre traditionnel du monde et notamment l'écologie. Il y a un côté très païen là-dedans qu'on oublie de mettre en avant et qu'on trouve aussi dans les nébuleuses New Age. J'ai dirigé tout un ouvrage il y a quelques années, c'est en 2018, qui s'intitule L'irrationnel, où on montre justement qu'il y a des ambiguïtés dans les discours écologiques parce que l'harmonie avec le cosmos, c'est aussi le respect des territoires, des espèces et compagnie. On tombe rapidement dans le discours animal. Et les femmes jouent un rôle là-dedans. Elles sont, comme elles donnent naissance, elles sont capables de comprendre les enjeux. Et il y a aussi un certain nombre de militants d'extrême droite, les Némésis et compagnie, qui se sont engagés contre la GPA, PMA, au nom des valeurs traditionnelles. Et pas chrétiennes, au nom des valeurs grecques. Il faut éviter l'hubris, la démesure technologique. Donc, on a des choses très intéressantes là-dedans. Alors, comme je l'ai dit, hein, les doctrinaires femmes, les intellectuelles femmes sont assez minoritaires. Aujourd'hui, il y a un truc qui est marrant, c'est que parmi les plus radicaux, les plus nazis, il y a la mise en avant d'une militante des années 60. Son nom, c'est Savitri Devi Mukherjee. Alors, je vous le mets dans le chat. Savitri Devi où il est le H voilà. Mukherjee. Pardon, j'ai eu un moment d'absence, qui, malgré le nom, n'est pas grecque, n'est pas indienne, mais elle est française d'origine grecque. Et Savitri Devi Mukherjee, elle était dans les années 60 à la fois une figure importante de l'Union mondiale des nationaux-socialistes, donc une nazie. Elle est à l'origine de l'idée que Hitler est un avatar de Kalki, on tombe dans l'ésotérisme. Et d'un autre côté, c'est une des pionnières de l'antispécisme. Voilà. Et aujourd'hui, cette figure un peu oubliée ou considérée comme un peu marginale parce qu'excentrique est remise au goût du jour. Il y a plusieurs éditeurs français qui la traduisent et qui la mettent en avant. Et elle a été vraiment parmi les plus radicaux. Hein. Donc voilà, pour répondre à Catherine, il y a cette idée, les femmes sont minoritaires, mais quand elles sont militantes, elles sont généralement plus engagées que les hommes. Voilà, à part ça, je ne peux pas dire beaucoup de choses, beaucoup plus. Ça, largement, c'est passionnant. Delphine, tu voulais prendre la parole? Tu disais tout à l'heure par rapport à ce jeune homme qui avait interrogé une de tes collègues sur un cours relatif aux questions de genre et dont tu disais après une des hypothèses d'explication de son engagement entre guillemets dans ses discours, je vais juste dire ça comme ça, moi un discours ou mouvement identitaire, c'était peut-être à chercher dans son histoire personnelle et sa condition sociale. Et ça me faisait penser, alors je vais le dire à ma manière, parce que moi je suis pas psychologue ni psychiatre, mais il y en a qui nous écoutent et on en a dans l'équipe qui rebondiront peut-être. Et ça me faisait vraiment penser à ce qu'on a beaucoup dit d'un certain nombre de jeunes, notamment de jeunes garçons, lycéens issus de l'immigration, qui se pensaient avoir, entre guillemets, un bon niveau et qui finalement, au lycée comprennent que ça va être plus compliqué que ça et il y a une forme de recherche d'excellence et tu disais justement qu'il était plutôt brillant, mais que parfois ça se confronte effectivement dans des parcours individuels à d'autres formes de difficultés et c'est vrai que ça crée, alors nous jusque-là c'est des parcours qu'on a plutôt rencontrés dans des parcours de radicalisation religieuse et notamment islamiste, mais je trouve assez intéressant qu'on puisse faire possiblement, c'est très hypothétique et pour l'instant on n'a pas vu beaucoup de jeunes
vraiment engagés de façon violente dans des mouvements identitaires ou d'extrême droite, mais on en aurait quand même bien de plus en plus. Je trouve ça intéressant qu'il y ait possiblement du commun, en fait, dans des histoires individuelles ou sociales de ces jeunes, quoi. Là-dessus, je suis vraiment convaincu que parfois le social, ça peut jouer, hein. Je me suis intéressé à mes fameuses skinheads de Picardie. J'avais écrit plusieurs articles, hein. En fait, le même article écrit plusieurs fois parce que mis à jour à chaque fois. Il y a vraiment un aspect économique, hein, qui joue là-dedans. Qui est assez terrible. Pourquoi? Parce que je prends le cas de mes gamins picards. C'est des précarisés, c'est du sous-prolétariat, c'est des gamins de campagne, hein, des skins des champs. Avec parfois des discours, oui, je de vérité, ma mère de vérité de la maison de mon grand-père, etc. C'est un Parisien qui est venu la chercher. Un Parisien. Voilà, dans mon coin de Picardie, hein, moi, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer. J'avais une grand-mère qui n'était pas du tout raciste, mais 50 ans après l'arrivée d'un agriculteur flamand, c'était toujours tiens, va voir le Belge. Donc, il y a ce côté-là qui joue. Et pour revenir à cet étudiant en question de la fac, qui a plusieurs signalements disciplinaires auprès des instances dirigeantes, c'est quelqu'un qui a été qualifié par ma collègue d'incel. C'est-à-dire qui est brillant, qui est pauvre et qui est moche. Donc, elle le dit comme ça parce que voilà, elle est très dans cette logique du genre, elle est très féministe, mais au-delà de ça, dans ses remarques dans le cours, on voit qu'elle me disait qu'on voit cette détresse. Alors, comment définir un incel? Un mâle blanc qui a du mal à avoir des relations avec la gente féminine et qui en développe une aigreur extrême jusqu'à des massacres aux États-Unis, au Canada. Je sais pas, Bruno. Involuntary celibate, donc involontairement célibataire, pour Voilà. reprendre l'acronyme, enfin c'est pas un acronyme, je sais pas comment on appelle ça, quoi, le concept qui a effectivement, qui interroge aussi une certaine radicalité masculine. On a Mohamed qui est éducateur PJJ, hein, c'est la protection judiciaire de la jeunesse, hein, donc qui accompagne les jeunes délinquants. Je ne sais pas si tout le monde a lu, donc qui demande si un jeune radicalisé qui accompagne un jeune radicalité qui se revendique des thèses de Daesh et qui parallèlement se revendique des thèses de Zemmour, donc une espèce de croisement a priori improbable. Est-ce que ça te parle? Ça me parle, c'est très intéressant comme démarche, mais ça rejoint certains profils que je connais, hein, de néo-nazis qui étaient à la fois convertis à l'islam tout en développant un discours nazi. C'est qu'il y a un fond identitaire là-dedans, c'est-à-dire qu'on se radicalise en allant du côté d'un islam radical, mais d'un autre côté, le discours de Zemmour qui dit grosso modo et d'une manière particulièrement brutale, chacun chez soi et Dieu pour tous, ça rentre en résonance. Là-dedans, à la limite, c'est peut-être une personne qui serait capable de partir du côté de Daesh pour s'engager parce qu'il comprend tout à fait la logique identitaire. Ici, ce n'est pas chez moi. Mon chez moi, c'est de l'autre côté. Et on a en fait cette position qui est un peu schizophrénique, il faut être bien honnête quand même. C'est une construction miroir. En fait, il ne voit de l'autre côté que des gens comme Zemmour. Mais c'est pas un tort, hein. Il y a une cohérence, hein. De l'autre côté, Dominique Vénère, pas la période d'un néo-nazi d'Europe Action, mais le Dominique Vénère de la Nouvelle Revue d'Histoire des années 90, ne voyait dans l'islam que les radicaux. Il considérait que l'islam n'était composé que de radicaux. On retrouve la logique inverse. Et Vénère se définissait comme un identitaire blanc. Donc voilà, avec une certaine fascination, hein. Faut être honnête, il y a une fascination là-dedans. Voilà, c'est... est-ce que alors, il y a beaucoup de trucs. Veuillez me pardonner, je suis en train de... il est pris dans une double culture française du côté de sa mère et marocaine du côté de son père. Oui, je pense que c'est ça. Et pour répondre à Mohamed, moi, je connais des profils qui sont encore plus douloureux. Pendant un temps, je discutais avec des personnes qui sont devenues des cadres identitaires et qui, à l'époque de leur militantisme néofasciste, donc du temps où ils avaient une fascination pour le monde arabo-musulman, ont épousé des maghrébines et ont eu des enfants.
Là, on a des profils psychologiques, je ne veux pas être à la place du gamin, quoi. Des profils psychologiques où le père était fou de l'islam, converti à l'islam, et qui, à un moment, après le 11 septembre et après les attentats du Bataclan, devient suprémaciste blanc. Là, le gamin, je ne sais pas comment ça doit être franchement douloureux, hein. Honnêtement, c'est quelque chose. Mais voilà, ça, dans quelques années, le gamin, je pense qu'il pourrait avoir un profil intéressant. Et voilà, je dis ça d'une manière un peu détachée, mais ça peut être. Si Juliette nous pose une question un peu plus précise sur le terfisme, hein. Donc, ces féministes qui refusent, qui n'accordent pas aux personnes qui ont changé de sexe Pas forcément. Pas forcément. avec l'extrême droite identitaire. Est-ce que ça te parle pas? Ça me parle, mais dans une logique inverse, c'est-à-dire que parmi les plus identitaires, c'est-à-dire les plus païens, le changement de sexe ou le développement d'une sexualité non productive, c'est-à-dire homosexuelle ou transgenre, ou voilà, n'est pas du tout condamné. Dans les années 90, 90-2000, l'une des références intellectuelles dans ce milieu-là, c'était Alain Danielou, l'indianiste qui était ouvertement homosexuel. Et il y a une extrême droite, hein, qui a défendu l'homosexualité, même le transgenre. Et à un moment, une anecdote, je me suis retrouvé à un vernissage d'expo ésotérique avec un cadre identitaire de la nouvelle droite qui on s'entend bien, hein, on se tutoie, puis à un moment, il voit que quelqu'un de passé, il fait « Ouais, putain, celle-là, elle est bonne. » Je dis « Tu sais que c'est un mec ?» Et alors? Voilà. À partir du moment où la permissivité est dans un cadre non communautariste, c'est-à-dire que la personne change de sexe sans pour autant mettre ça en bandeau ou faire l'éloge de ses idées, hein, etc., elle est intégrée dans une logique païenne. C'est-à-dire que ça ne dérange pas du tout la personne. Ce qui dérange les éléments les plus radicaux, c'est quand ça devient quelque chose de communautariste visible et revendicateur. Donc, dans ce cas-là, on a des choses aussi très intéressantes à l'extrême droite, hein. Je reprends pour finir là-dessus. Une citation qui était tirée d'un numéro d'Éléments qui disait « On préfère les filles dites faciles parce qu'elles sont beaucoup plus généreuses et aimantes que ces vieilles forteresses imprenables à gros talons. » Donc, sous-entendu, le monde catholique. Donc voilà, j'ai eu des témoignages, hein, de gangbang initiatiques homosexuels dans certains milieux. Voilà, on a des choses parfois très radicales là-dedans. Tout ce qui se croise, hein, dans cette extrême droite en termes d'écologie, de sexualité, c'est effectivement beaucoup plus complexe que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Moi, je voulais juste, dans mes étudiants ou plus généralement dans ce que je vois sur le net, tu as parlé très rapidement de Soral et Dieudonné. Et moi, je les trouve, enfin, en tout cas, alors, je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, il y a quelques années encore, Égalité et Réconciliation, le site de Soral était un des sites les plus consultés et sur lequel on tombait le plus facilement sur Google et on s'intéressait à la politique de manière générale, quoi. On avait Le Monde, Le Figaro, Libé et Égalité et Réconciliation. Et les thèses de Soral qui, voilà, que tu trouves apparemment un peu intellectuellement pas folle, en tout cas, parlait beaucoup. Aujourd'hui, je le retrouve moins qu'il y a 4-5 ans, mais en tout cas, parlait beaucoup à pas mal de mes étudiants en travail social, hein. Là, je parle de gars de gauche, tout ce qui est de plus. Voilà, vous connaissez le profil des étudiants en travail social sans faire de caricature et qui pourtant étaient fascinés et reprenaient un certain nombre de thèses, de théories et réconciliation. Est-ce que il y a une évolution là-dessus aujourd'hui? C'est moins présent ou est-ce que c'est toujours aussi essentiel dans la droite radicale, égalité et réconciliation? Pour répondre à la deuxième partie de la question, non, il y a une perte de vitesse d'égalité et réconciliation aujourd'hui. Il y a encore des fans d'égalité et réconciliation, hein, notamment parmi les collaborateurs d'Éléments. Benoît a un mépris profond en disant non, lui, c'est pas un intellectuel.
Mais néanmoins, il joue encore un rôle, notamment indirect, parce que le Égalité et Réconciliation et Soral ont récupéré une partie, je dis bien une partie, des archives d'un militant d'extrême droite plutôt néo-païen qui s'appelait Emmanuel Ratier. Ratier, c'est un complotiste. Il avait une feuille de chou vendue sur abonnement qui s'appelait Faits et documents, qui était très bien informé quant à la vie des uns et des autres, l'appartenance maçonnique, etc., etc., etc. Et une partie des archives ont atterri entre les mains de Soral. Donc de ce point de vue-là, il joue encore un rôle. Sa maison d'édition Contre-Culture joue encore un rôle. Il suffit de voir les publications qu'il y a aujourd'hui. Des trucs de plus en plus nazis ou tendant vers l'ésotérisme. Mais à côté de ça, il y a une perte de vitesse parce que, il a eu un certain nombre d'ennuis judiciaires. Et d'autre part, les propos simplistes de Soral rebutent une partie de ceux qui se veulent intellectuels. Parce que c'est ça aussi qui faisait que les idées de Soral marchaient bien. Il avait une étiquette de type de contre-culture plutôt de gauche au départ. Il a une grande gueule. Il a un côté très viril et des idées simplistes. Ce qui marche bien, un peu la philosophie de comptoir, on explique le monde en 10 minutes, et de manière très simple. Il enlève la complexité du monde. C'est pas le cas de Benoît, par exemple, qui est capable de faire un article universitaire qui va être très soporifique pour ces gens-là. Mais Soral, de ce point de vue-là, il a joué un rôle pendant longtemps, notamment dans la diffusion de tout un discours anti-maçon qu'on trouve. Et ce qui est intéressant dans les discours de Soral et dans ceux qui ont étudié Soral, il y a très peu d'occurrences, de références au fait qu'il a un discours quand même très contre-révolutionnaire, catholique contre-révolutionnaire. Il passe comme quelqu'un plutôt grande gueule, progressiste et compagnie, mais c'est un gros réac contre-révolutionnaire et catholique. Ça, c'est un truc que beaucoup de personnes zappent là-dessus. Pareil, Dieudonné, il y a beaucoup d'enfants issus de l'immigration qui sont fascinés par Dieudonné, mais il y en a beaucoup qui zappent le fait que ces enfants ont été baptisés par un prêtre, un évêque, catho tradit lefévriste. Donc, il y a un décalage entre les deux qui parlent, entre guillemets, aux enfants de l'immigration là-dedans et au fait qu'ils sont pas franchement de la même religion. Mais là-dedans, depuis le temps que je suis passé en Belgique, j'avoue que là, parmi les étudiants, j'ai un peu décroché, mais il y a une perte de vitesse de ce niveau-là. Par contre, le fait qu'il est bien passé là-dedans, c'est qu'il rejoint certains cathos tradis sur le soutien à l'islam comme force traditionnelle anti-occidentale et anti-moderne. Il me reste plus qu'à te remercier, Stéphane. Je crois que tu nous as éclairé sur la complexité de cette extrême droite, sur la diversité des idéologies qui la sous-tendent et à laquelle on pourrait être confronté à l'avenir, parce que je pense qu'on aura, nous, dans nos accompagnements, de plus en plus de profils de ce type-là, et je pense que ton webinaire nous a permis de mieux comprendre à quoi on doit s'attendre. Delphine, je te laisse peut-être la parole pour annoncer les prochains webinaires. Et de mon côté, je vous remercie tous et je vois que Stéphane veut rajouter quelque chose. Juste rajouter une petite chose pour comprendre la dangerosité des thèses identitaires. Il y a quelques années, je discutais avec un ancien cadre de la Nouvelle Droite qui me disait on a appris à faire des discours de type nazi en citant que des auteurs de gauche. Voilà. La dangerosité pour les accompagnants, je pense à Mohamed à PJJ, c'est de se retrouver avec des personnes qui peuvent commettre des actes radicaux, avoir un discours totalement construit, qui peut donc désarçonner, et en mettant comme référence des auteurs de gauche ou des idées qui peuvent sembler de gauche. Égalité, réconciliation, ce qu'il y a sur le site, c'est à gauche des idées, à droite des valeurs, ou je ne sais plus, à gauche non, c'est ça. La gauche des idées et la droite des valeurs. Oh, merci, parce que c'est vrai que je pense que c'était important qu'on intègre toutes ces nuances et précisions dans nos analyses et notamment quand il s'agit de situations individuelles, qu'on puisse poser les bonnes questions et même les références sur des groupes musicaux. Je pense que c'est important pour les professionnels de terrain.
Un petit mot effectivement pour vous annoncer ou confirmer que le 2 décembre, nous aurons un prochain webinaire qui sera introduit par l'Agence régionale de santé, la préfecture de zone de défense, sur la façon dont les relations de travail évoluent entre le secteur médico-social, santé et les questions de justice et les services et les questions, les enjeux de justice, avec notamment la participation de David Puot. On avait annoncé Fabien Carrier au départ, mais c'est David Puot qui sera là finalement avec nous. Et puis certainement un magistrat du tribunal et du pôle antiterroriste de Paris, la protection judiciaire de la jeunesse, des psychiatres et notamment le docteur Aurac, qui est lorrain et donc engagé sur un SMPR, le CRIAF et auprès des préfectures sur les questions de radicalisation. Je pense que ce sera aussi très intéressant. Merci beaucoup Stéphane et puis à bientôt à toutes et à tous. Bonne fin de journée, bon week-end.